BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Et demain débute un procès historique. Émission spéciale aujourd'hui, procès de Sam Bankman-Fried, SBF, ex-patron de FTX, pour traiter des enjeux de ce procès que la justice américaine souhaite exemplaire. Pour en parler, j'accueille comme chaque lundi Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Tu es notre journaliste BFM Crypto ici et j'accueille aussi Sarah Compagnie. Bonjour Sarah. Bonjour Amaury. Tu es associée nouvelles technologies du cabinet Aleph Associés. On en parle dans un instant, mais d'abord un petit détour par le marché crypto avec Alexandre Baradez, analyste financier. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Alexandre, le Bitcoin commence la semaine dans le vert et prend un peu plus de 4% depuis hier soir et se stabilise autour des 28 300 $, Alexandre. Oui, c'est une phase qui est clairement intéressante, non seulement pour les spécialistes crypto, ceux qui ne suivent que ce secteur-là de manière très précise, mais c'est aussi une phase pour des analystes dont je fais partie, qui surveillent les différentes classes d'actifs, les actions, les indices, les matières premières ou autres, parce qu'on constate des divergences qui deviennent de plus en plus fortes en fait. On a d'un côté le Bitcoin qui revient sur des plus hauts d'un mois et demi, donc une belle performance, belle résilience, une résilience qui s'opère au moment où le dollar est fort. Il suffit de regarder l'euro par rapport au dollar, de regarder les niveaux, le gold également, d'autres métaux. Le dollar fort et clairement, c'est la tendance depuis déjà plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois. On a des taux américains, on le disait, qui sont très élevés toujours, des taux courts à plus de 5, même presque 5,5%. Et ce qui, il y a quelque temps encore, créait des conditions défavorables pour les cryptos, comme pour les métaux, pour l'argent, pour l'or, eh bien depuis quelques jours maintenant, depuis 5-6 jours, eh bien n'opère plus en termes de pression sur le Bitcoin. Alors qu'il y a toujours une pression qui s'opère sur l'or. Oui, l'or actuellement est sur un plus bas de plusieurs mois, depuis 7-8 mois quasiment, alors que le Bitcoin est en train de se redresser. Et alors, est-ce qu'il faut dire, c'est formidable, des corrélations, etc. Je pense qu'il faut le voir comme une vraie preuve de résilience avant tout. C'est-à-dire que c'est pas certain qu'en étant remonté à 28 000, on flambe après à 31-32 sur la résistance et qu'on aille après chercher les 40 dans la foulée. Mais je trouve que c'est une vraie preuve de résilience, même c'est le terme approprié, de résilience dans un environnement qui se montre toujours austère pour d'autres classes d'actifs qu'on assimilait ou qu'on comparait régulièrement au Bitcoin, si vous voulez. Donc je trouve cette phase-là particulièrement intéressante et ce qui pourrait vouloir dire qu'au moment, probablement dans quelques semaines, où les taux américains ou le dollar aussi vont commencer à se détendre, les actifs qui auront moins souffert dans cette phase où les taux sont très élevés toujours et le dollar est élevé, eh bien c'est les actifs qui pourraient réagir un peu plus fortement à ce moment-là, si vous voulez. Donc là, c'est vraiment une phase intéressante parce qu'on est toujours techniquement dans ce range 25 000, 30, 31 000 à peu près. On revient se placer un peu au milieu du range, voire un peu dans la partie supérieure. Et il est clair que dans ce genre d'environnement, si vous avez un test de 30, 31 000, alors que ce contexte de taux reste toujours en place, ça donnera non seulement une preuve de résilience, mais une preuve d'attractivité ensuite pour sortir par le haut de ce range. Et un range de 5-6 000 $ quand vous le placez à la hausse, et vous projetez ça comme objectif, ça vous donne 36 000, 37 000 dans le viseur. Donc c'est encore un peu tôt pour dire que c'est le bon rallye, que c'est celui qui va faire le décollage en dehors du range, mais il y a une vraie preuve de résilience qui est en train de s'opérer devant nous et qui est particulièrement intéressante. Bon, Alexandre, donc tu es en train de nous dire que le fait que le Bitcoin monte, malgré le contexte qui n'est pas encore totalement favorable, est potentiellement de bon augure pour la suite. On va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonne journée, Alexandre. Jusqu'au dimanche 6 novembre, FTX de l'année dernière, FTX était la deuxième plus grosse plateforme d'échange mondiale de crypto, valorisée à 32 milliards $. Elle avait la confiance de la plupart des acteurs de l'écosystème Web3. Sam Bankman-Fried, alias FBS, qui a cofondé la plateforme, s'était fait une réputation de patron à succès et de généreux philanthrope. Mais il est aujourd'hui comparé à Bernard Madoff. Son procès commence demain, Pauline. Il durera 21 jours. Déjà, pour commencer, qui est SBF et pourquoi est-il si controversé ? Alors, il est beaucoup controversé parce qu'il y a deux faces, en fait, de SBF. La face, on va dire, attirante et la face sombre. SBF est effectivement, comme tu le rappelais, passé du statut de patron crypto le plus altruiste du monde à celui du plus gros escroc de la planète. En tout cas, c'est ce que pourra prouver le procès qui débute demain. SBF, il est diplômé de physique du MIT, donc c'est une personne évidemment très
intelligentes et stratégiques. Il est aussi fils de 2 universitaires de Stanford. Il a fondé FTX en 2019, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et puis il en a fait un véritable empire des crypto-monnaies, au point même de lui devenir une sorte de sauveur, d'ambassadeur des cryptos, quand il y a eu le gros crack des crypto-monnaies au printemps dernier, il est arrivé un peu comme une personne capable de sauver tout un écosystème. Il avait racheté des plateformes, BlockFi et notamment Digital Voyager. Et avant la chute de FTX, dont on va parler dans l'émission, c'est vrai qu'il était à la tête d'une fortune de plus de 26 milliards de dollars. Donc on parle en milliards et pas en millions. Seul Mark Zuckerberg est devenu si riche et si jeune, avait titré à l'époque le magazine Forbes. Mais évidemment, lorsque son empire s'est effondré, il passera par la case prison des Bahamas, prison à Brooklyn, et aussi il était assigné à résidence dans la maison de ses parents en Californie. Mais c'est vrai que on va découvrir tout un autre univers et toute une autre stratégie de FTX, de SBF, dont on va pouvoir parler dans l'émission. Mais Pauline, pourquoi FTX a fait faillite? Parce que si on regarde la surface, en surface en tout cas, tout commence le dimanche 6 novembre avec un tweet de Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, dans lequel il dit envisager la vente de l'intégralité de ces FTT. Les FTT, c'est la crypto utilitaire de la plateforme FTX. Et ceci justifié par une potentielle fragilité de la plateforme FTX et de son fonds d'investissement Alameda Research. Alameda Research, pardon. Et CZ, donc Changpeng Zhao, émet de manière indirecte des doutes sur la liquidité et la répartition du jeton FTT. L'équipe de FTX tente de rassurer, mais rien n'y fait. Le cours du FTT, Pauline, plonge. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là ? Le cours du FTT va plonger de 80% en un jour, donc ça va évidemment pas du tout rassurer les personnes qui détenaient ce jeton et en même temps les clients de FTX. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que il y a un gros climat de méfiance qui va s'instaurer sur la question vraiment de l'insolvabilité a priori de Alameda Research, qui est donc cette plateforme de trading qu'a fondée SBF en 2017, alors qu'il a fondé FTX en 2019, mais en fait les 2 plateformes devaient rester totalement distinctes et indépendantes. Or, évidemment, avec cette histoire de jetons qui va ensuite se retrouver, qui va chuter, et cette question d'insolvabilité, il y a de la méfiance qui va s'installer sur le marché. À ce moment-là, beaucoup de clients de FTX vont chercher à retirer leurs fonds parce qu'ils vont perdre confiance aussi dans la plateforme. FTX va bloquer aussi l'accès à sa plateforme et d'ailleurs SBF au départ va tweeter que tout va bien à ses clients et qu'en fait les fonds de ses clients sont en sécurité. Oui, il a tenté de rassurer tant que possible. Il a rassuré, mais quelques heures après il va carrément supprimer son tweet parce que il se rend compte qu'il y a quand même quelques difficultés qui vont pas tarder à être révélées et à émerger. Quelques heures après, FTX est quand même encore en difficulté, donc Binance va chercher à racheter FTX. Et en cherchant à racheter FTX, Binance va jeter un peu un œil aux finances de FTX et se rendre compte qu'en fait, c'était pas très clean, tout ça. Donc Binance va rejeter en fait cette proposition d'achat de FTX. Entre-temps, FTX se retrouve encore en difficulté et va chercher un peu de l'argent d'investisseurs. FTX va chercher à réunir plus de 8 milliards de dollars de capitaux frais pour un peu tenir le choc. FTX va pas réussir et va annoncer se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites, donc le chapitre 11 de la loi américaine. Et c'est un peu comme ça que le 11 novembre, tu parlais du 6 novembre de ce tweet, quelques jours après, le 11 novembre, FTX se déclare en faillite, un peu à la stupeur aussi générale et à tous ces jours qui se sont enchaînés jusqu'à cette procédure. En une petite semaine, tout est allé très très vite. En quelques jours, oui. Sarah, le placement de FTX sous la loi Chapter 11, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, en quoi ça consiste pour cette plateforme, pour le droit américain ? Alors peut-être avant ça, pour résumer un petit peu ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs procédures qui sont en cours en ce moment. Et pour expliquer quel est le rapport entre ce procès qui est mené par le département de la justice américaine, la procédure collective donc de liquidation judiciaire qui est en cours, il faut revenir un tout petit peu en arrière.
Donc il faut savoir que le groupe FTX, c'est à peu près une centaine de sociétés du groupe. Et comme le disait Pauline, en fait, au début, on a commencé à avoir des sentiments, des craintes, parce que justement, on voyait des transactions qui étaient faites entre beaucoup de sociétés qui potentiellement présentaient des conflits d'intérêts. On savait les liaisons qu'il pouvait y avoir entre la CEO de Alameda Research et SBF. On pouvait savoir qu'il y avait des FTT qui étaient émis parce qu'en fait, on voyait aussi qu'Alameda, sur d'autres plateformes, prenait des positions à risque. Et donc, en fait, c'est tout ça qui a suscité le sentiment au début qui a mené à la crise de liquidité et tout ce qui a été expliqué. Le fait qu'il soit placé sous, on va dire, cette procédure de faillite est, on va dire, vraiment propre à ce qu'on appellerait en France les procédures collectives. Donc, quand une société ne parvient plus à rembourser, à honorer ses paiements ou à rembourser ses créances, on entre dans une procédure qui a 3 issues possibles. Soit avoir un plan de redressement, donc retrouver un petit peu comment est-ce qu'on fait pour que les finances aillent mieux et donner une nouvelle, on va dire, impulsion à la société. Et c'est pour ça que le patron de FTX a été changé le jour après la mise en faillite, dans l'espoir de relancer la société. Alors c'était Ray qui a repris les commandes et qui en fait avait été à l'époque d'Enron l'une des personnes qui avait travaillé pour relancer la société. Donc ça c'est sur le volet procédure collective. Donc premier volet redressement, lui il s'est assez vite rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup, son rapport en tout cas a révélé beaucoup de malversations et donc que ce serait potentiellement pas possible. La deuxième issue possible, c'est une offre de rachat, donc c'est ce qu'on est en train d'envisager en ce moment. On sait que d'ici fin octobre on verra si c'est possible ou pas de racheter avec un nouveau plan de relance. Et la troisième option, c'est la liquidation pure et simple de la société. Donc ça, c'est le volet procédure collective. Qu'est-ce qu'on fait pour rembourser les créanciers ? On viendra après de savoir qui est prioritaire, etc. Mais c'est vraiment le procès ça. Ensuite, il y a tout le volet pénal qui est en train de se passer. Le procès va s'ouvrir demain pour, en fait, toutes les infractions, les chefs d'accusation qui ont été portés. Alors, en fait, ce qu'on sait, on précise pas assez, c'est que le département de la justice américaine a un domaine de compétence. Donc ici, c'est tout ce qui va être les fraudes et puis conspiracy, qu'on pourrait traduire plus ou moins comme association de malfaiteurs pour fraude, mais là, blanchiment. déjà demain, c'est le procès de SBF ou c'est le procès de FTX ? Alors, en fait, demain, il y a plusieurs chefs d'accusation. C'est assez complexe parce qu'en plus, on a le niveau fédéral et étatique. On a vraiment toutes les parties qui ont contribué aux malversations qui sont jugés sur le volet pénal et contre qui ont été portées la DOJ. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que toutes les personnes qui ont participé à cette association de malfaiteurs ont toutes plaidé coupables, sauf SBF. Et c'est pour ça, en fait, que SBF, c'est le principal accusé, mais c'est celui qui va devoir prouver sa non-culpabilité. Et en fait, à ce jour, en fait, le principe aux États-Unis est le même qu'en France. On respecte la présomption d'innocence. Donc, tant qu'on n'a pas démontré sa culpabilité, avec ce jury qui doit se prononcer sur chacun des chefs d'accusation pour savoir s'il a commis ou pas, pour le moment, tant qu'on ne prouve pas, il est innocent. Alors, on va revenir là-dessus, mais d'abord, Pauline, pour bien comprendre pourquoi il plaide non coupable par rapport aux autres, comment, déjà, qu'on comprenne bien pourquoi FTX a fait faillite. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits qui a mené FTX à la faillite, Pauline ? En fait, c'est tout un état d'enchaînement et qu'on a évoqué peut-être aussi un peu avant. Effectivement, c'est vraiment cette question de l'insolvabilité d'Alameda Research, donc la plateforme de trading de SBF, et de son lien avec FTX. Et en fait, au final, par rapport à cette faillite, il y a plein de dysfonctionnements qui ont été révélés. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a découvert après la faillite ? Une fois que FTX a été déclarée en faillite, qu'est-ce qu'on a découvert ? Quelles informations on a qui permettent après d'accuser SBF et de porter des accusations contre lui. Oui, alors ça, justement, c'est ce qui a été notamment révélé par John Ray III, qui, quand il a repris en fait FTX... Donc c'est lui qui a été nommé à la tête de FTX après la mise en faillite, c'est ça ? Oui, en fait, SBF, il a perdu son rôle de patron et il a de suite été écarté. John Ray III a été nommé à la tête de FTX. Et il y a un premier document judiciaire qui a donné beaucoup d'informations sur les dysfonctionnements de la société. La première, c'est qu'on rappelle que la société était valorisée quand même 32 milliards de dollars, mais en fait, elle était gérée d'un point de vue à la fois administratif et financier de manière complètement hallucinante.
hallucinante. D'un point de vue rien que administratif, elle ne disposait pas d'un service de comptabilité. FTX n'avait pas non plus une gestion centralisée de sa propre trésorerie. Et de nouveau, comme tu l'expliquais aussi, il y avait vraiment ces échanges, ces transactions assez étranges entre Alameda Research et FTX. Typiquement, FTX est soupçonné d'avoir prêté près de 10 milliards de dollars de fonds de ses clients pour venir en aide en fait à Alameda Research qui n'était pas bien au printemps dernier. Et ça, c'est différents éléments déjà qui montraient qu'il y avait une fragilité et un dysfonctionnement même au sein de cette structure qui essayait un peu de s'entraider et dans la gestion de la société qui était assez mal évidemment opérée. Bon, on voit qu'il y a des choses un peu curieuses qui se sont passées. Et Sarah, concrètement, pénalement parlant, qu'est-ce qu'on reproche à SBF aujourd'hui? Quels sont les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui? Alors, il y en a une bonne dizaine, plus d'une dizaine, mais surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on peut les distinguer en deux choses. Il y a effectivement cette mauvaise gestion des fonds qui ont été prêtés à Alameda et qui en fait étaient exemptés, puisqu'en fait c'est ça aussi qu'on lui reproche et pourquoi on utilise le terme de fraude, c'est que vis-à-vis des investisseurs, il leur a fait croire qu'on avait des mécanismes de contrôle des risques, mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi Alameda était exempté de tous ces mécanismes. Donc il y avait par exemple des conflits d'intérêts qui n'ont pas été respectés, il y a des prêts qui ont été faits en contrepartie des missions de FTT, on a vu qu'il y avait des actions qui ont été émises gratuitement pour certains employés sans qu'on sache vraiment pourquoi. On a vu qu'il y avait par exemple des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés pour des employés de FTX, pour des immeubles, buildings. On ne comprend pas bien en fait quels sont ces actifs, pourquoi ces démarches ont été faites. Donc il y a vraiment tout ce volet fraude aux investisseurs, mais aussi à leurs clients, parce qu'un autre chef d'accusation, c'est les centaines de millions d'euros qui ont été tout simplement prises dans les caisses, alors que les conditions générales d'utilisation d'FTX prohibait l'usage des fonds des clients. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est un dépositaire, eh bien, l'argent des clients, en principe, sort du patrimoine de la société, elle n'est pas au bilan. Donc, théoriquement, l'acteur n'a pas le droit de les utiliser comme ses propres fonds. Sauf que ces fonds ont été utilisés à la fois à des fins personnelles, pour financer des campagnes. Et en fait, tout ceci montre que ça dépasse largement le cadre d'une gestion, on va dire, un peu malsaine des finances. Parce qu'effectivement, il n'y avait même pas d'experts comptables. On utilisait un logiciel qui s'appelait QuickBooks, qui est en fait un outil qui est utilisé par des petites PME sur des montants qui n'ont rien à voir, pas du tout des milliards de dollars. Donc ça, on peut dire, c'est de la gestion négligence, etc. Mais après, il y a quand même des... Bon, on respecte la présomption d'innocence, parce que tout ça, il faut le prouver. Mais sachant que toutes les personnes d'FTX étaient au courant et qu'en plus, on dit qu'il est stratège et il vient de Stanford, etc. Mais lui-même a publié le journal intime de la directrice d'Alameda Research, alors qu'il avait une liaison avec elle, et en fait elle tenait dans son journal intime certains éléments, notamment le fait qu'elle était au courant en fait de ces prêts non autorisés. Et il y a même certains employés, je crois, qui sont poursuivis par la justice américaine pour avoir retiré leurs fonds de la plateforme avant un délai de moins de 90 jours oui. Avant la faillite, en tout cas tout ce qui s'est passé. Et ça, ils n'ont pas droit. Pénalement, c'est interdit. Oui, en France, on a la même procédure. Nous, on appellerait ça la période suspecte. C'est en fait un certain nombre de jours, donc 90 jours avant l'ouverture de la procédure collective. Les transactions qui sont passées avant sont déclarées comme suspectes. Alors, il y a ça, mais il y a aussi que juste après la faillite, on a un soi-disant hack, qui est un piratage informatique qui aurait eu lieu. Et pareil, des centaines de millions d'euros auraient été... renvoyé à quelqu'un. Alors on sait maintenant via, je crois, la plateforme Kraken qu'il y aurait un certain lien avec des personnes de chez FTX, et SBF lui-même accuse l'un de ses ex-employés ou un logiciel malveillant sur le téléphone ou l'ordinateur de son ancien employé. Donc tout ça, en fait, montre bien... Alors, on a vu aussi que son père touchait 200 000 $ par an. Et d'ailleurs, ça avait fait un esclandre dans toute la famille parce qu'en fait, il voulait toucher plus. Il y a tout un volet, vraiment une saga autour d'une famille qui vraiment gère, qui donne l'impression de gérer son business comme une mafia. Et pour revenir au procès qui débute demain, on le rappelle, et qui va durer 21 jours, procès pénal, SBF est le seul à plaider
non coupable. Comment tu l'expliques? Alors en fait, après, ça peut être une stratégie. Je ne sais pas trop pourquoi il plaide non coupable, parce qu'en fait, il a vraiment tout le monde qui plaide coupable et il a quand même des faits qui sont accablants. En plus, il part avec un petit désavantage qui est qu'à l'origine, il avait obtenu sa liberté sous caution. Donc il était dans la propriété, le manoir de ses parents, avec piscine, etc. Mais il a essayé de faire pression sur des témoins de l'affaire. Et alors, il a aussi publié le journal intime, on avait dit, de Caroline, pour faire pression et l'intimider. Et en fait, tout ça a fait qu'il a perdu sa liberté sous caution. Et en fait, il arrive vraiment avec un désavantage flagrant. Et généralement, dans ces cas-là, on préfère plaider coupable parce qu'au moins on aura, on va dire, la sympathie du juge pour avoir des sanctions plus clémentes. Là, dans son cas, il décide de plaider non coupable, donc ça veut dire qu'on va devoir avoir un jury, un vrai procès, donc le procureur aussi va être plus agressif parce qu'il va devoir prouver, c'est un budget à débourser pour pouvoir mener la procédure à terme. Donc je ne sais pas exactement pourquoi il a décidé de plaider non coupable. Est-ce que c'est pour gagner du temps ? Est-ce qu'il pense sincèrement qu'il va pouvoir ne pas être, que certains chefs d'accusation ne seraient pas retenus? Le problème, c'est qu'on sait bien que chacun des chefs d'accusation qui ont été portés, eux-mêmes peuvent entraîner des peines ou sanctions de 20 ans, 30 ans de prison. Donc en fait, quand bien même ils ne seraient pas coupables de l'ensemble des chefs d'accusation, c'est difficilement compréhensible qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir comme ça. Bon, c'est mal embarqué en tout cas pour le moment pour SBF. Pauline, d'ailleurs, combien de temps qu'est-ce qui risque concrètement SBF ? C'est vrai qu'on a souvent dit qu'il pouvait risquer jusqu'à 115 ans de prison parce que si on accumule en fait les peines des 7 chefs d'accusation dont il fait l'objet de la part de la justice américaine, c'est vrai qu'on peut se dire bon ben voilà, par exemple le chef d'accusation pour fraude électronique c'est passible de 20 ans de prison. Donc si on accumule ces différents chefs d'accusation, on peut aller jusqu'à 110-115 ans de prison. Maintenant, il y a des experts juridiques notamment qui expliquent que certaines peines peuvent être considérées ensemble et que ça pourrait du coup réduire un peu cette peine. On parle entre 15 et 20 ans de prison. De toute façon, tout ça sera évidemment abordé lors du procès. Ça risque évidemment de faire beaucoup débat aussi parce que la question c'est de savoir si est-ce que la peine aussi de SBF peut montrer ce personnage et cette figure comme un exemple de plus grand escroc des cryptos à ce jour au monde. Donc c'est vrai que la question de sa peine sera longuement abordée le temps du procès et que ça pourrait aussi faire pas mal de nœuds au cerveau aux experts juridiques et avocats présents sur place. Les avocats évidemment de SBF demanderont le moins possible, enfin en tout cas de réduire cette peine, mais il risque quand même de passer une bonne partie de ses jours en prison évidemment. Il pourra faire appel, Sarah? Oui, alors là, on est en première instance. Il pourra faire appel, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une procédure qui a été lancée par la SEC, donc le gendarme boursier américain. Une autre procédure lancée par la CFTC, donc le gendarme des matières premières, mais on sait que Bitcoin, Ethereum, etc., ça rentre aussi là-dedans. On a les class actions qui sont contre lui en dommages et intérêts, etc., etc. Donc là, on est vraiment qu'au tout début de l'histoire, sachant qu'en mars dernier, je crois, on avait dit qu'on allait surseoir à statuer, c'est-à-dire on allait attendre que la procédure pénale, l'issue soit connue pour relancer les affaires CFTC et SEC, puisqu'en fait, tous les faits sont liés. Donc s'il est reconnu coupable au titre de l'instance pénale, ça va avoir des implications aussi pour la partie SEC, CFTC, puisque on saura si les faits sont avérés ou non. Donc SEC, CFTC, c'est la partie civile. C'est ça. Donc voilà. Là, on est dans le pénal pendant 21 jours. Et après, on ne sait pas quand exactement, c'est ça, il y aura la partie civile. Il y aura la partie, on appelle ça civile. La CFTC et SEC peuvent aussi parfois commencer des procédures pénales, mais là, il s'avère que les chefs d'accusation, il me semble, sont pour obtenir notamment le fait qu'ils ne puissent plus, ils soient en incapacité de diriger des sociétés à l'avenir, qu'ils soient incapables également de conclure des transactions achat, vente, échange d'actions, sauf pour son compte personnel, en fait, pour éviter qu'ils reproduisent ou qu'ils puissent avoir une quelconque influence une fois qu'il sera sorti d'affaires, enfin si jamais un jour il se sort de prison. Bon, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais malheureusement on est obligé de s'arrêter là. On va continuer à suivre tout ce procès là dans les 21 jours qui viennent et même après le procès civil, enfin bref.
c'est pas fini, on va en reparler beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci. Sarah Compagnie, donc tu es associée nouvelles technologies du cabinet Aleph Avocat. Oui, merci Sarah, merci à très beaucoup. vite. Pauline, ta newsletter sort ce soir à 18h. Regardez vos boîtes mail ou alors abonnez-vous, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve demain dès 15h. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.